C'est l'heure de l'instant Weeb. À toi Maxime. Finalement, la dernière fois, je vous avais parlé d'un RPG japonais de niche, pour ceux qui ont écouté ma chronique. Alors bon, pour ceux qui sont présents, elle n'est pas encore montée, mais bon, voilà. Il me semble que c'était avec Nicolas également, je ne suis plus sûr. La chronique sur Persona. Donc Persona, qui est un RPG japonais de niche, mais cette fois-ci, je vais aller plutôt dans le mainstream, avec mon tout premier RPG japonais, Final Fantasy IX sur PlayStation 1. Alors déjà, est-ce que vous connaissez un petit peu Final Fantasy ? De nom principalement. Alors oui, tout le monde connaît. Enfin, c'est assez répandu quand même, non ? Moi j'ai joué au 10. Oui, bah c'est déjà bien, Je veux dire, il y a pas de honte, il y a pas de mauvais choix, Mais voilà, c'est souvent un truc que même si on n'a pas forcément joué au jeu, on connaît de nom parce que c'est quand même pas mal connu. Donc tout d'abord, il y a les films aussi, non ? Il y a un film, oui. Enfin, il y en a deux techniquement, mais il y en a un c'est le jeu, donc c'est plus compliqué. Mais effectivement, il y a le film Final Fantasy, les créatures de l'esprit, qui a d'ailleurs foutu la boîte tellement dans la merde qu'ils ont failli mettre la clé sous la porte. Bon, ça c'est une autre histoire. Donc déjà, comme vous avez entendu, j'ai parlé de RPG japonais. Donc RPG, donc role-playing game. Et c'est quoi du coup un RPG japonais ? Et pourquoi je précise japonais ? Donc RPG du coup déjà qu'est-ce que c'est ? C'est donc un type de jeu vidéo qui reprend les codes du jeu de rôle papier, donc statistiques et choix de dialogue. Alors pourquoi faire la distinction finalement entre occidental et japonais en termes de jeu de rôle ? Eh bien finalement le jeu de rôle occidental, finalement il a souvent plus de liberté. Il s'assiera souvent finalement de prendre des décisions qui changeront la trame. Les exemples sont plutôt connus, par exemple Baldur's Gate, Elder Scrolls, Fallout. Donc tout ça c'est des jeux où vraiment il y a des choix moraux qui sont importants et qui vont impacter vraiment l'histoire. Alors que finalement, pour les jeux de rôle japonais, au contraire, les libertés seront limitées, les choix sont moins importants. Mais du coup, vous me direz, c'est moins intéressant. Eh ben oui et non. La trame est peut-être moins libre, mais cela permet d'avoir un message et un développement de personnage plus fluide, car moins de choses dépendent du joueur. Personnellement, j'aime beaucoup les deux types, j'ai pas de préférence, je voulais juste préciser qu'il y a quand même une différence, voilà. C'est pour ça que je précise RPG japonais et non pas RPG tout court. Donc maintenant passons à Final Fantasy. Donc rares sont ceux qui n'ont pas entendu parler de cette saga de RPG légendaire. Donc finalement celle-ci a démarré en 1987 sur NES, la Nintendo Entertainment System ou Nintendo par chez nous, et représente le dernier espoir d'un studio de développement, donc Square, qui était en faillite. Finalement son nom le laisse penser, parce que c'est finalement la fantasy finale. Le succès est au rendez-vous et lance cette grande saga qui marquera le média et continue encore maintenant. La série compte 15 jeux canoniques et pléthore de spin-off. Épisodes spéciaux, remakes, remasters, etc., etc. On sait bien que Square Enix en ce moment c'est surtout des remasters, histoire de faire marcher la machine à pognon. Donc chacun des jeux canoniques se trouve dans un univers différent, chacun avec ses règles et fonctionnements différents. Il n'est donc absolument pas nécessaire d'avoir joué au précédent pour entrer dans l'histoire. C'est-à-dire que si vous voulez commencer par Final Fantasy XV, vous pouvez, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin d'avoir des codes particuliers. Ici, je vais vous parler de mon Final Fantasy plutôt, préféré. T'as déjà fait Persona. Et du premier auquel j'ai joué. Alors, est-ce le meilleur ? Je ne sais pas, je parlerai ici avec mon petit cœur tout mou, parce que bon, comme toute œuvre, faut pas déconner, on peut pas en parler objectivement, donc sans repenser au contexte. Pour moi, c'est les souvenirs nostalgiques d'une matinée de vacances d'été 2001 où je débaroule les escaliers pour lancer ma PlayStation sur ma vieille télé cathodique sous le regard désapprobateur de ma maman, qui me dit que je ferais mieux d'aller me doucher, d'aller jouer dehors. Mais bon, je ne peux pas repenser du coup à ce jeu sans un petit pincement au cœur et être pris d'une profonde mélancolie en repensant à un temps où tout était plus simple. Et la question c'est, est-ce que maintenant tu te douches ? Est-ce que tu vas jouer dehors ou pas ? Je vais pas jouer dehors, mais je me douche un peu plus, oui. D'accord, ok. J'essaye de garder une hygiène un peu plus impeccable qu'à l'époque. Longtemps on a tous été ados, ça va. Bon. Lourd silence, plein de sens, c'est ça. Non mais roule, continue. Non, je me sens pas du tout seul, tout va bien. Donc bon, rentrons donc maintenant ensemble dans ce monde vert merveilleux et magique qu'est Hera. Donc le monde de Final Fantasy IX évidemment. Où nous retrouvons donc au départ le petit Bibi, c'est son nom. Un petit garçon dont le visage est finalement une grande boule noire avec deux grands yeux jaunes et coiffé d'un chapeau pointu. Étrange, me direz-vous ? Eh bien, dans le monde de Hera, étrange est la norme. Dans toutes les villes, nous retrouverons des hommes lions, des hommes rats, des individus à quatre bras et bien d'autres étrangetés de ce genre. Bibi, donc, qui rentre pour la première fois dans la grande ville qu'est Alexandrie, afin de voir une pièce de théâtre donnée en l'honneur de la princesse Grena. Nous passons ensuite sur Zidane, en version originale, on comprendra la modification en France. Parce que c'est vrai que bon, on aura un héros qui s'appelle Zidane, surtout dans les années 2000, ça aurait quand même passé moyen. On va pas se le cacher. Donc, ça veut surtout dire qu'on a fait 5 points au quiz de Nico, quoi. Voilà. Exactement. Mais ça aurait pu faire vendre, c'est ça, aussi. c'est surtout ça. Mais c'est bien, il y a un lien comme ça. Ouais. Oui, voilà, tu vois, genre il y a des liens de partout, c'est ça qui est beau. T'as vu ça, c'est pas mal, Et du coup, Zidane qui est voleur, donc et qui fait partie de la troupe de théâtre.
finalement, qui va aller faire la pièce, dont l'objectif secret est d'enlever la princesse pendant les festivités. Donc suite à plusieurs péripéties, nous découvrons que la princesse voulait s'enfuir exactement au même moment. Ils grimpent donc tous dans l'aérothéâtre, un bateau volant contenant la scène de théâtre, et tentent de partir en pleine représentation. La reine ordonne donc de faire feu. Pendant le décollage, s'ensuit un crash dans une forêt non loin de là, une forêt étrange et hantée par de sombres créatures. C'est ainsi que commence notre aventure. Donc ça représente à peu près 2 heures de jeu, on va dire, où on va vraiment rentrer dans tout ce qui est l'univers, voir les persos, un peu comment tout ça marche. Mais c'est du coup, c'est très très cool finalement la première entrée dans le jeu, parce que c'est vraiment un univers qui est très particulier. Mais finalement, vous me direz qu'il n'y a rien d'original. Il y a des princesses, des voleurs, des magiciens, et effectivement non, c'est pas très très original dans son prémisse. Mais cependant, le design des personnages est ici très particulier, des designs enfantins, innocents presque. Cependant, l'histoire qui nous est contée est bien plus profonde que ce design ne le laisse présager. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Bibi, donc notre petit mage noir d'amour, donc celui dont je vous parlais au début. Il est innocent, un enfant qui ne comprend pas comment le monde marche. Donc c'est souvent finalement à travers ses yeux qu'on va découvrir un peu comment le monde marche, et finalement il va très vite déchanter face à la guerre, la mort. Plus tard dans l'aventure, nous verrons des individus qui lui ressemblent beaucoup, même visage, même chapeau. Cependant, ceux-ci n'ont qu'un mot à la bouche, c'est le mot « tuer ». Ils ne font que massacrer des villageois sans aucune pitié. Ils sont plus utilisés finalement comme des armes que comme des individus. Il se demandera alors d'où il vient, n'ayant aucune idée de pourquoi ou comment il est né. Il a été recueilli par un vieux monsieur qui l'a éduqué et pris sous son aile, et c'est à sa mort que Bibi est parti pour Alexandrie, point de départ de l'aventure. Finalement, c'est le questionnement sur son identité et sa vie qui suivra ce personnage pendant toute la durée du jeu avec cette phrase simple « Vivre, est-ce prouver qu'on vit ?» Il trouvera sur sa route d'autres mages noirs ayant comme lui pris conscience de leur existence et souhaitant une vie tranquille. Il apprend alors qu'ils s'arrêtent. Un arrêt brusque, aléatoire, comme si la vie quittait soudain leur corps. C'est alors qu'on lui explique le concept de mort, concept étrange pour lui. Cette réalisation que sa vie peut s'arrêter à tout moment le plonge dans un profond désespoir, dont il sera tiré par Jidan qui, avec ses manières brusques et sa sagesse acquise par une vie dans la rue, lui expliquera que ne pas profiter de la vie car elle a une fin, ce n'est pas vivre du tout. Au fil de l'aventure, notre Bibi, hésitant, prendra de plus en plus confiance en lui, il grandira, apprendra. Je suis passé finalement assez rapidement sur son histoire, mais ça a beau être un personnage important, finalement ça concerne un seul des personnages du jeu, des très nombreux personnages du jeu. Ils ont tous un peu leur questionnement, leurs soucis. Donc certains se questionnement sur le devoir, la responsabilité, la solitude, l'oubli, qui sont finalement autant de thèmes forts qui sont présentés par des personnages subtils qui évolueront au fil de nos aventures. Le thème principal finalement du jeu, ça reste la mort, donc c'est pas vraiment si enfantin que ça quand on y pense. J'ai parlé du design, mais la musique n'est pas en reste. Composée par le compositeur emblématique de la série, Nobuo Uematsu, ce sont des thèmes mémorables et forts qui nous suivent pendant nos pérégrinations sur Hera. Tantôt épiques, tantôt mélancoliques, beaucoup de thèmes musicaux sont dispersés dans la musique jusqu'à la musique finale qui est un mélange des phrases musicales les plus importantes. Le compositeur a d'ailleurs avoué que c'était son travail préféré de la saga. Côté système de jeu, le combat est géré au tour par tour, chaque personnage ayant des actions propres en apprenant des nouvelles au fur et à mesure de nouveaux équipements. On retrouve des classes connues des fans de Final Fantasy, c'est-à-dire mage noir, mage blanc, chevalier dragon et invoqueur. Cet épisode sonne comme un retour aux sources après des épisodes plus science-fiction, c'est-à-dire Final Fantasy 7 et 8 surtout. Celui-ci retourne à sa fantasy initiale et se présente comme un hommage par le créateur original de la série qui en dit « Il s'agit de l'épisode le plus proche de la vision que je me fais de ce que devrait être un Final Fantasy ». La phrase est pas facile à dire. En conclusion, finalement, j'ai un grand amour pour ce jeu qui m'a appris beaucoup de leçons importantes et qui a marqué mon cœur de joueur. C'est par lui que j'ai appris à aimer le jeu vidéo, aimer le RPG et aimer Final Fantasy. Il est très bien écrit, très beau, les références littéraires et folkloriques y sont nombreuses, les musiques y sont magnifiques, les personnages attachants à l'extrême, et il faut au bas mot une 60aine d'heures pour en faire le tour, sans compter les nombreuses quêtes annexes, les boss optionnels, etc. Il s'agit pour moi de la quintessence de ce qu'est un Final Fantasy, un thème fort, des bons personnages, un gameplay agréable et l'impression de plonger dans un monde entier et cohérent. Je vous raconterai peut-être mon avis sur la façon dont la saga s'est perdue en chemin à mon sens en tout cas, et peut-être que je vous parlerai des autres épisodes, mais si je ne devais en retenir qu'un, ce serait celui-ci. Eh ben écoute, merci Maxime bravo, merci. Pour ta chronique là-dessus. Merci. Moi ce que j'ai envie de dire, là maintenant tout de suite, c'est que j'ai jamais fait aucun Final Fantasy. Et pourtant, à chaque fois que tu en parles, Maxime, ça donne envie de les faire. C'est juste que c'est une question de temps. Mais par contre, ce que je retiens de tout ça, de tous les Final Fantasy de manière générale, c'est que c'est souvent le premier auquel on a joué qui marque le plus. Celui qu'on préfère. Ouais, c'est ça, exactement. Non, tout à fait. Et comme j'en ai joué à aucun, et celui qui m'a marqué le plus finalement, c'est le film Final Fantasy. Oui, qui est très sympathique et qui reprend un petit peu les codes, même si pas beaucoup.
Il a beaucoup déçu des gens à l'époque. Moi, j'avais bien aimé, mais bon, j'étais con quand j'avais 10 ans, donc bon, est-ce que c'est vraiment... Mais alors, c'est quoi les ingrédients qui font un bon Final Fantasy? Ah, très bonne question, ouais. Bah justement, l'autre jour, j'avais un de mes amis qui m'avait posé la même question quand je lui en parlais. Et globalement, c'est surtout un travail sur les détails, un travail sur les personnages. C'est-à-dire, c'est vraiment un gage de qualité d'écriture, et surtout un scénario béton. C'est-à-dire, c'est pas le genre de truc où au milieu tu vas dire ouais mais attends, ça c'est pas très logique. Non, le truc il se tient et c'est que des gens de talent qui bossent dessus, que ce soit au niveau du design, de la musique ou même de la construction du monde, du combat. Et c'est vraiment ça Final Fantasy, c'est finalement la création d'un univers dans lequel vraiment quand tu joues t'as l'impression de rentrer dedans et ça te donne l'impression d'un tout. C'est-à-dire que tu rentres pas dans un monde de jeux vidéo, tu rentres dans un monde, tu vois, où t'as l'impression que tout est cohérent, tout est cohérent et tout marche quoi. D'accord. Mais effectivement, chaque Final Fantasy est très différent. Le préféré de beaucoup de monde, ça va être le 7, par exemple, qui est plutôt très steampunk, un peu plus sombre. D'ailleurs, il y a eu un remake qui est sorti il y a pas très longtemps du tout, qui avait beaucoup de succès également. Mais là où du coup Final Fantasy VII par exemple avait vraiment une trame qui se basait plutôt sur l'écologie, c'est-à-dire le rapport à la planète, la manière dont les humains ont tendance à détruire la planète, tout ça. Le 8 ça va être plutôt une histoire de responsabilité, une histoire un peu d'amour sur le fait finalement le destin, tout ça. Et là le 9 que je vous ai dit c'est vraiment la mort en fait. Dans le sens où l'antagoniste principal finalement s'il fait tout ça c'est une espèce de peur de la mort et c'est vraiment un thème qui reste très présent tout au long de l'aventure. Et je vois que Seb clignote depuis tout à l'heure. Tu veux nous dire quelque chose, Seb? Oui, non, fun fact, il se trouve que je suis aussi un très grand amateur de la saga Final Fantasy. Et comme notre ami, FF9 ça a été mon premier FF et c'est aussi mon préféré. Ah, donc voilà, un homme de bon Et merci. Non mais comme quoi, ça veut bien dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, non, c'est très souvent le cas. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, FF9, oui, c'est vraiment le FF où tout le jeu et tous les personnages incarnent un petit peu cette idée de mort et de renaissance et de mort qui fait partie intégrante de la vie. Non, ouais, je ne dis pas que de la merde. Donc du coup, si je comprends bien, là, on a quand même deux fans du coup de Final Fantasy 9. Ouais. Et la question que je me pose, c'est toi Jeff, ton Final Fantasy préféré, c'est le. C'est un jeu aucun comme moi. Comme moi. Okay. On est à 2-9, 2 rien du tout. Lila, t'es rien du tout aussi ou t'en as fait un? Donc 3 rien du tout. Et toi Nico, t'es plutôt 7, non? Non, moi en fait j'ai joué que au 10 et j'ai jamais fini. Voilà. Donc non, mais après il y a aucun mal à ça, hein, sachant qu'il y a des gens qui ont le droit aussi de pas aimer. Hein. Ah non, mais oui. C'est pas forcément. Je me souviens d'à l'époque d'une émission sur Game One où il y avait Marcus qui avait démonté le jeu en disant c'est totalement con de faire un truc en tour par tour. C'est je vais te taper, à moi, à toi, à moi, à toi. C'est totalement con. Ça me rappelle Heroes The Might of Magic surtout, mais. Moi, ça me rappelle Chrono Trigger aussi. Voilà, Chrono Trigger, oui, ça en même temps. Mais bon, ça c'est d'autres. C'est le principe du système de jeu. Après, on aime un gameplay ou on n'aime pas un gameplay. Moi, je sais que j'aime beaucoup et je suis d'ailleurs assez triste qu'il ait tendance à disparaître. Que les Final Fantasy dorénavant ils utilisent un système d'action RPG un petit peu bâtard dont je suis pas très fan en fait. C'est là où les aficionados, enfin non, les gens comme moi, les gens un peu nuls en jeu vidéo. Moi personnellement je préfère avoir une épée et taper sur le type de non-stop plutôt que Faut moins réfléchir. Ouais, mais pour autant tu vois ce sera beaucoup plus facile pour toi de rentrer dans un jeu où justement t'as juste à choisir ce que tu fais et ça demande juste de la logique et un peu de tactique que plutôt d'avoir des réflexes ou de savoir utiliser ta manette. Ouais, mais et c'est vrai que je suis PC, quoi. souvent les jeux au tour par tour c'est plus gratifiant quand tu réussis parce que c'est vraiment ton intelligence qui fait que tu réussis, c'est ça, pas tes réflexes. Parce que c'est ouais, ça mais qui est... pour ça il y a les jeux de gestion et les jeux RPG pour galvaniser. Après c'est des questions En fait, de oui aussi. Moi je pense que c'est plutôt un ressenti parce que les actions RPG tu dis bon bah en fait j'ai juste à taper comme un sourd sur la manette c'est pour faire pour que ça marche alors que t'as l'impression de t'investir tu sais dans un Final Fantasy je pense. Bah c'est avec ça. un tour par tour faut réfléchir un peu mieux. Ouais, peut-être plus. Alors que ça se fait en fait intuitivement mais c'est dans l'idée c'est surtout que dans l'approche chacun des personnages c'est toi qui choisis comment tu vas le faire évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un nombre d'actions de base, mais globalement, c'est toi qui vas choisir si tu vas plutôt lui mettre des armes qui vont les rendre rapides ou un peu plus puissants, ou tu vas lui mettre des compétences qui vont, par exemple, faire qu'il pourra plus être empoisonné, ou si jamais il va être un peu plus rapide, ou si jamais il va taper plus fort contre tel type d'ennemi. Et c'est toi finalement qui va choisir de manière tactique un peu ce que tu veux que ton personnage devienne.
Et du coup, c'est effectivement super gratifiant parce que du coup, avant d'aller à un certain combat, bah du coup, tu vas choisir la tactique que tu veux faire en disant bah oui, je vais mettre tel personnage parce que lui va soigner, je vais mettre tel personnage parce qu'il a telle attaque et qu'elle fait super mal, je vais mettre tel personnage parce qu'il peut attirer les coups. Et c'est ça, comme on disait, c'est super gratifiant en fait parce que c'est toi comme tu réfléchis. C'est pas juste t'appuies sur le bouton attaquer et tu défonces les ennemis quoi. Et puis vu que tu t'accompagnes les persos depuis le début, tu dois aussi grave t'attacher à eux. Bah c'est ça. C'est pour ça que quand ils meurent au combat, tu fais non, pas lui. Bon après tu les fais revivre, mais bon, ça c'est un autre détail. Mais là où le studio Square Enix, donc responsable de la saga Final Fantasy, est très malin, puisque donc le studio Square donc est responsable de Final Fantasy. Quand ils ont été une nouvelle fois en risque de faillite, ils ont fusionné avec leur concurrent principal, qui était le studio Enix, qui développe la saga concurrente en plus de Final Fantasy, qui était Dragon Quest. Et maintenant que c'est Square Enix, donc un seul et même studio, d'un côté ils font évoluer le gameplay avec la saga des Final Fantasy, et de l'autre côté la saga Dragon Quest conserve un système au tour par tour très classique, mais toujours aussi efficace. Et donc en fait ils sont très malins parce qu'ils en donnent pour tous les goûts. C'est ça. C'est mais surtout que j'ai l'impression aussi que ça a un peu desservi la qualité de jeu. Parce qu'effectivement, quand il y avait Square d'un côté et Enix de l'autre, alors il faut savoir que Final Fantasy à l'international, ça se vend beaucoup mieux qu'au Japon. Alors que du coup, de l'autre côté, Dragon Quest, ça se vend beaucoup mieux au Japon qu'ailleurs. Oui, au Japon, ils ont interdit la sortie d'un jeu Dragon Quest un jour d'école, parce que tout le monde séchait pour aller acheter Dragon Quest. Voilà, c'est le genre de truc qui montre un peu le succès de Dragon Quest. Et du coup, j'ai l'impression vraiment que depuis que c'est devenu Square Enix, ils se reposent un peu sur leur laurier en disant que bah non, mais globalement, on a tout, donc on s'en fout un petit peu. Et c'est à partir de là, d'après moi, où vraiment la saga Final Fantasy a baissé de qualité, quoi. Ouais, sur ça, je suis d'accord avec toi, ouais. Mais après, ça c'est une question de goût, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui adorent vraiment le 12, le 13, le 14, le 15. C'est pas vraiment mon cas. Je trouve que c'est des bons jeux, mais ils ont pas cette espèce d'aura qu'avaient les anciens. Eh bien, encore une fois, c'est le même principe de les petits jeunes qui découvrent Final Fantasy maintenant, ils vont kiffer le 14 ou le 15 ou même le 23 quand il sortira dans plusieurs années, quoi. Ils ont changé aussi la donne, non? C'est plus des mondes ouverts sur les derniers. C'est la magie de la nostalgie. Ça, ils ont essayé de moderniser le truc. Ouais, c'est ça, c'est mais de le la problème, c'est que nostalgie, du coup, le scénario en pâtit, quoi. C'est que le 15, c'est littéralement week-end chez mamie, on se fait chier un peu. C'est-à-dire, ouais, c'est un boys band qui passe sa vie en voiture, et tu vas à un point A, un point B, puis il se passe des trucs, puis voilà, quoi. Mon Dieu, que tu le vends bien. Ouais, non, j'avoue que je suis un peu salé vis-à-vis de Final Fantasy XV. Alors, il faut savoir que pour raconter l'histoire de Final Fantasy XV, il était censé sortir sur PlayStation 3. D'ailleurs, il a fait vendre beaucoup de PlayStation 3 à l'époque, car il s'appelait à l'époque Final Fantasy Versus 13. Du coup, on avait eu à l'E3, je sais plus quand, une vidéo où tout le monde était hypé de fou et disait attends, ça va être trop bien. Et finalement, le jeu est sorti, genre je crois 6 ou 7 ans après, dans une version qui s'appelle Final Fantasy XV, qui n'a plus rien à voir. Et sachant que le jeu est tellement mal foutu, mal branlé, en termes scénaristiques, qu'ils ont été obligés de faire un film qui te présente ce qui se passe, qui vendait avec le jeu. Ah oui, c'est parce que si tu joues juste au jeu, en fait, tu sais pas qui est qui, tu sais pas ils sont où, tu sais pas ce qui se passe et tu t'en branles en fait. Et pour moi, c'est très maladroit. J'en ai pas gardé une. Moi, je suis même pas certain de l'avoir vu. Mais c'est, je vais rebondir là-dessus et parler de quelque chose que je connais. C'est quelque chose lié à une époque, même plus qu'à un mode de jeu. C'est l'exemple qui me vient en tête, c'est Alien Covenant là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant que le film sorte, ils ont sorti plein de petites vidéos YouTube annexes pour combler les trous de scénario qu'il y avait dans le film. Ouais, c'est ça. Mais de plus en plus, c'est pareil avec Star Wars et puis qui vont vendre des bouquins. Ça fait de plus en plus ouais, mais attends, pour Star Wars, c'est autre chose. Ça a toujours été le cas de combler les trous de scénario de Star Wars. Non. Il y a combler des mystères de l'histoire pour les expliquer et combler des trous de scénario. C'est quand même deux choses différentes. Oui, c'est pas faux. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très récent en ce moment de balancer des vidéos virales pour à la fois de faire de la pub et en même temps pour que quand le mec voit le film, on dise ah non, mais t'as pas vu la vidéo YouTube où on t'explique que en fait David il est sur la planète depuis 40 000 ans et il a transformé des. Enfin bref. Ouais, ça non, s'il te plaît, non. Vous dire, c'est que si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.